Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, c'est avec François Asselin. Bonjour, président de la CPME, un président content puisque vos propositions se transforment en propositions de loi. Que demander de mieux que ça? Cette proposition, c'est le test PME qui va être discuté au Sénat. C'était une de vos idées lancées notamment au salon Impact l'année dernière. L'objectif, c'est de faire une sorte de grand test d'impact dans un petit nombre restreint d'entreprises. Ça marche, on garde. Ça marche pas, on dégage. Alors oui, en fait, on part du constat que finalement, on n'arrive pas à juguler le flux législatif, le flux normatif, le flux réglementaire, que ce soit au niveau de la France, que ce soit au niveau de Bruxelles. Et lorsqu'on s'aperçoit que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on n'arrive pas à limiter ce flux, souvenez-vous, one in, two out, c'est-à-dire qu'on met une norme et on en sort deux, et ça ne fonctionne pas. Donc nous, on s'est dit, après tout, pourquoi ne pas imaginer de filtrer l'inflation normative, l'inflation législative, et pour cela, l'idée est très simple. On met une commission à la simplification, on l'appellera comme on veut, juste avant que le projet de loi ou la proposition de loi ne passe au Parlement. Et là, vous avez dans ce comité, bien évidemment, des chefs d'entreprise présents, mais aussi des parlementaires, un représentant de l'État, et ça doit dépendre directement du Premier ministre. Pourquoi ? Parce que c'est pluridisciplinaire, la simplification. Et là, cette commission a simplement la question suivante à laquelle elle devrait répondre. Est-ce que ce projet de loi, cette proposition, va impacter négativement la vie des PME ? Et quand je dis PME, c'est 3 lettres magiques, mais ça touche toutes les entreprises, bien évidemment. Et si la réponse est oui, ça risque d'impacter négativement la vie des PME, eh bien là, on l'expertise, on essaye de comprendre comment. Et si, à l'issue de cette commission, eh bien, on voit qu'on n'a toujours pas la réponse, eh bien, on expérimente, à savoir, on prend un panel de PME dans les 5 domaines économiques de notre pays, les services, l'industrie, l'artisanat. Et ça va prendre 3 ans ? Non, absolument pas, parce que l'expérimentation sera limitée à 6 semaines. Donc il faudra être extrêmement agile, si jamais on va jusqu'à l'expérimentation. Et là, bien évidemment, le législateur aura toujours le choix d'aller contre l'avis, s'il le fallait, de la commission simplification. En tout cas, il saura ce qu'il fait. Il sait que ceci dit, il saura ce qu'il fait en responsabilité. Et nous saurons à quoi nous attendre. Et puis, vous savez, ce temps qui est limité, qu'on pourrait considérer comme un temps perdu en amont, sera gagné en aval, si bien évidemment tout cela est validé. Pourquoi ? Parce que après, vous avez les décrets d'application qui sont constitutifs à une loi. Donc l'idée, effectivement, c'est de ne pas ralentir la machine, mais de faire en sorte qu'on s'appuie sur la confiance plutôt que sur la défiance. Alors c'est quand même une nouveauté, cette codécision, en tout cas en amont du processus législatif pour les entreprises. Bon point, c'est cet après-midi au Sénat. Alors c'est bien, mais c'est une des 80 propositions que vous aviez faites il y a quelques mois. Le gouvernement a promis une loi Pacte 2. Oui. C'est pas ça. Ça, pour l'instant, c'est un apéritif. C'est l'apéritif, vous avez raison. Nous attendons d'aller jusqu'au digestif. Entre-temps, il faudra préparer l'entrée, le plat de résistance et le dessert. Donc, restons prudents. Même sur ce projet de test PME, nous restons extrêmement prudents parce que, à travers le chemin parlementaire, on a parfois été douché entre ce qu'on espérait au début et ce qui est produit à l'arrivée. Parfois, il y a des différences sensibles. Donc, on reste bien évidemment très prudents, mais nous avons fait un excellent travail avec le gouvernement, avec Olivia Grégoire, qui là-dessus, franchement, a fait un superbe boulot. Bruno Le Maire, bien sûr, qui est convaincu, le Premier ministre aussi. Et puis, les parlementaires, le Sénat, avec la Commission des entreprises, qui, elle aussi, cette commission, a fait un superbe boulot avec son président. Et donc, j'espère bien évidemment que sur ce projet, nous allons avoir un consensus. Donc, tout le monde a bien travaillé. Tout le monde a bien bossé. Donc maintenant, voilà, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que créer un nouveau comité, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour simplifier ? Alors, votre question est tout à fait juste, parce qu'on pourrait effectivement se dire, on veut la simplification et on crée un comité supplémentaire. La différence, voyez-vous, c'est que ce comité sera fait pour que ça soit simplifié derrière. C'est-à-dire que si on ne met pas ce filtre, eh bien, ça part à volo, comme on l'a connu. Je prends un exemple, par exemple, quand on a défendu, par exemple, la possibilité au niveau de la médecine du travail de simplifier les choses, la loi santé au travail, on s'est retrouvé à l'arrivée avec un document unique que nous devons conserver pendant 30 ans, par exemple, dans les entreprises. Voilà, on ne s'attendait pas à cela. Voyez, donc, ne serait-ce que pour juguler ces choses qui finalement sont contre-productives, eh bien, mettre en place un comité qui maximum prendra 6 semaines pour prendre des décisions, c'est une bonne décision. Alors, il y a beaucoup d'actualités, notamment sur le dialogue social, avec cette réflexion sur
l'assurance chômage. Oui. Le gouvernement demande aux partenaires sociaux d'avancer. Ça a l'air de bloquer, parce que entre les propositions du patronat et celles des syndicats, il n'y a pas d'accord. Le risque, c'est, si vous ne mettez pas d'accord, c'est que le gouvernement reprenne la main et nous fasse une autre réforme de l'assurance chômage, sans votre avis. Mais vous savez, ça fait depuis 2019 que le gouvernement a repris la main. Parce que, rappelez-vous, en 2019, nous étions un petit peu dans la même position, où nous avions la possibilité de lancer la négociation entre partenaires sociaux, et nous avons attendu à l'époque la fameuse lettre de cadrage, et 5 ans plus tard, bis repetita, nous nous retrouvons avec la même lettre de cadrage, sachant que nous n'avons pas, nous, partenaires sociaux, voulu finalement prendre notre destin en main. Donc j'ai envie de dire dans cette histoire, un partout, la balle au centre. C'est-à-dire que nous, partenaires sociaux, on a laissé passer le train, le gouvernement, eh bien, lui, a mis les pieds dans le plat. Pourquoi vous n'en profitez pas pour avoir un accord avec l'ensemble des syndicats ? Parce que tout simplement, dans cette histoire, on n'a pas su faire la part des choses entre ce qui est du champ de la solidarité et du champ assurantiel. Je m'explique. L'assurance chômage, d'abord, aujourd'hui, elle n'est plus payée que par les employeurs. Les salariés ne cotisent plus à l'UNEDIC, l'assurance chômage. Premier point, donc déjà, au niveau paritarisme, on est un petit peu bancal. Deuxièmement, l'État, au fil du temps, et c'est pas nouveau, ça commençait déjà du temps de Nicolas Sarkozy, a utilisé l'UNEDIC pour financer France Travail. À l'époque, c'était la NPE. Et puis de fil en aiguille, eh bien, on finance par exemple les régimes spécifiques des intermittents du spectacle. Tout ça sur la cotisation des entreprises. Donc il y a une espèce de mélange des genres entre ce qui est du champ de la solidarité et du champ assurantiel. Et aujourd'hui, il faut le dire, nous avons perdu la main. Et comme sur cette histoire, il y a la garantie de l'État. C'est-à-dire que si les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord, eh bien l'État paye quand même. Eh bien ça nous déresponsabilise. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas sur la GERARCO, sur les retraites complémentaires, où là nous n'avons pas la garantie de l'État. Et là, il faut bien que nous nous mettions d'accord. Ouais. Donc là, effectivement, je suis plutôt pessimiste quant à la possibilité d'aboutir, d'attirer sur un accord. Mais vous faites quand même, il y a quand même des discussions, on croit quand même qu'on va aller à un accord, on discute sur le CDI senior et tout ça ne sert à rien. Alors non, ça ne sert absolument, non, ça sert d'abord tant qu'une négociation n'est pas terminée, elle peut aboutir, voilà, donc il faut quand même garder ce petit espoir. Parce que sinon on va passer de 18 mois à 12 mois d'indemnisation du chômage, c'est ce que veut le gouvernement, vous le savez ça. Oui, c'est ce que veut le gouvernement, mais d'un autre côté, si vous voulez, lorsque vous avez des salariés qui arrivent à 2-3 ans de la retraite et que finalement, ce qu'on appelle la retraite UNEDIC, et bien souvent, c'est entre même partenaires sociaux, syndicats et patronat, on se met d'accord. C'est le bal hypocrite. C'est une belle hypocrisie, bien évidemment. Donc l'objectif dans tout ça, c'est d'améliorer l'employabilité des seniors. On est tous d'accord là-dessus. Donc il ne faut pas se mentir. Et pour ça, bien évidemment, parfois, il y a des mesures entre partenaires sociaux qui seraient difficiles à poser. Et on n'y arrive pas. Sur cette baisse de durée des indemnités, qui est une des pistes quand même lancée très lourdement par Bruno Le Maire, vous êtes plutôt pour ? Nous sommes pour. Nous avons tout le temps dit qu'il fallait des mesures incitatives pour conserver les seniors en emploi et incitatives pour les recruter. Regardez ce qui s'est passé sur l'apprentissage. Le gouvernement a bien fait les choses et on a vu que l'apprentissage est passé de moins de 500 000 apprentis à presque 1 million d'apprentis. Et bien sur les seniors, nous pourrions très bien imaginer la même chose, c'est-à-dire que si à partir du moment où on arrive à un certain âge, eh bien on diminuait les charges patronales sur l'emploi du senior et qu'on en profitait pour, entre guillemets, inciter au recrutement des seniors, c'est-à-dire des mesures plutôt incitatives plutôt que, comme on a connu la contribution de Lalande où ça coûtait très cher de licencier un senior, eh bien on fluidifierait, on permettrait de fluidifier le recrutement des seniors. Oui, à la baisse de la durée d'indemnisation en échange d'une baisse des cotisations patronales sur les seniors. Exactement. On a bien compris. Autre sujet quand même, le compte épargne-temps universel. Alors votre position là-dessus, est-ce qu'il faut... on a, très honnêtement, à la CPME, on a toujours étudié avec beaucoup d'intérêt, éventuellement, cette solution du compte épargne-temps universel, parce qu'il parle à beaucoup de Français. Oui. En revanche, il y a 2 questions, même 3, auxquelles on n'a pas de réponse, et qui pour nous sont une aporie. C'est premièrement, quand quelqu'un met sur son compte épargne-temps des heures supplémentaires, ou des RTT, s'il a 15 € de l'heure, par exemple, les 15 € de l'heure qu'il va mettre en 2024, quand il voudra libérer son temps de travail 20 ans ou 30 ans plus tard... C'est tout l'intérêt. C'est l'investissement. L'investissement, combien on va lui donner, voyez ? Si entre-temps, en heures de travail ou en montant. Voilà, et qui va payer. Donc cette valorisation, on n'a pas trouvé la martingale, premièrement. Et deuxièmement, il a très bien pu, et c'est souhaitable d'ailleurs, évoluer dans sa carrière professionnelle. Il passait d'ouvrier à état, mais peut-être au cadre, voyez-vous. Deuxième chose, lorsque vous avez quelqu'un qui doit libérer son CETU, à savoir s'absenter pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comment vous faites pour le remplacer, surtout dans une
toute petite entreprise. Donc je vois la proposition qu'a faite l'UDP, très bien, ils ont travaillé, c'est intéressant, mais j'aimerais quand même, ils ont voulu faire plaisir aux syndicats, mais je vois pas comment ils peuvent faire plaisir aux petites boîtes en proposant cela, parce qu'il n'y a pas de solution. Et troisièmement, quand vous êtes titulaire de votre Sécu, que vous avez pendant 20 ans mis une semaine de côté de votre Sécu, vous avez 5 semaines, vous avez 5 mois au total sur 20 ans, si vous mettez une semaine par an de côté, vous avez 5 mois potentiellement, vous pouvez quitter votre employeur. Quand vous voulez vous faire embaucher et que vous avez ce fameux Sécu dans le sac à dos. Ça peut être un frein. Ça peut être un frein énorme. Donc vous voyez, ces 3 questions n'ont pas de réponse aujourd'hui. Si on arrive à trouver la réponse, pourquoi pas ? Merci beaucoup François Asselin, président de la CPME.